Bonsoir, cher auditeur. Bienvenue dans ce moment de calme et de détente où nous laissons derrière nous les bruits et les soucis du monde moderne. Je suis ravi de vous accompagner ce soir dans ce voyage apaisant à travers les méandres fascinants de l'histoire. Cette histoire est conçue pour vous aider à vous détendre, à laisser votre esprit vagabonder doucement vers des temps anciens, peut-être même pour vous bercer jusqu'au sommeil, alors que nous explorons ensemble les réalités surprenantes de la vie royale médiévale. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir et à quel moment de la journée vous avez choisi de vous plonger dans cette histoire. Partagez votre coin du monde dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de découvrir comment notre communauté d'auditeurs s'étend aux quatre coins de la francophonie. Si ces voyages dans le temps vous apportent sérénité et fascination, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques. Chaque récit est une nouvelle porte vers le passé, une nouvelle occasion de s'évader en douceur. Maintenant, fermez les yeux si vous le souhaitez, installez-vous confortablement, et laissons les brumes du temps se dissiper pour révéler un monde où l'or côtoie la boue, où la magnificence cache souvent une réalité bien plus rude. Le jeune Guillaume ajusta nerveusement sa tunique alors qu'il gravissait l'escalier en colimaçon menant aux appartements royaux. À 13 ans, il n'était page au service de la cour que depuis 3 semaines, et chaque jour apportait son lot de découvertes déconcertantes. Ne renverse pas l'aiguillère, ne trébuche pas, ne regarde pas directement sa majesté dans les yeux, se répétait-il comme une litanie, ses mains moites serrant le lourd pichet d'argent rempli d'eau parfumée à la lavande. L'escalier de pierre, usé par des siècles de pas, était étroit et mal éclairé. Guillaume remarqua, non sans surprise, comment l'humidité suintait des murs de ce passage, servant pourtant aux domestiques qui s'occupaient des plus hauts personnages du royaume. Une flaque d'eau stagnante dans un renfoncement força le garçon à se plaquer contre la paroi opposée, l'aiguillère précieuse serrée contre sa poitrine. « Fais attention, petit !» lui lança une servante qui descendait, les bras chargés de linge. « Le roi attend son eau pour la toilette du matin, et tu sais comme il déteste attendre. » En débouchant dans le couloir menant à la chambre royale, Guillaume fut frappé par le contraste saisissant. Ici, les murs étaient recouverts de tapisseries somptueuses représentant des scènes de chasse et de batailles glorieuses. Des torches fixées dans des supports en fer forgés dorés projetaient une lumière dansante sur les fils d'or et d'argent tissés dans les étoffes. Pourtant, même ici, dans ce couloir d'apparat, le sol de pierre restait froid et inégal, et un courant d'air glacial s'infiltrait par les fenêtres aux vitraux pourtant magnifiques. La porte de la chambre royale s'ouvrit soudainement, et le maître de cérémonie, seigneur Adalbert, en sortit d'un pas pressé. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama-t-il en apercevant Guillaume. Sa Majesté est déjà entourée de ses conseillers, alors qu'elle n'a même pas fait sa toilette. Entre vite et reste contre le mur, jusqu'à ce qu'on te fasse signe. Le cœur battant, Guillaume pénétra dans la vaste chambre royale. La pièce, immense par ses dimensions, était dominée par un lit à baldaquin aux rideaux de velours cramoisi brodés aux armes du royaume. Autour du roi, déjà assis sur une chaise près de la cheminée où crépitait un feu insuffisant pour réchauffer l'espace, se pressait une demi-douzaine de conseillers et de nobles, tous parlant à la fois. Le roi Louis, encore vêtu de sa chemise de nuit en lin fin recouverte d'une robe de chambre en brocart doublée de fourrure, écoutait avec une patience apparente, mais Guillaume remarqua ses doigts qui tapotaient nerveusement l'accoudoir sculpté. « Votre Majesté doit comprendre que le duc de Bourgogne ne peut être ignoré plus longtemps, » insistait un homme à la barbe grisonnante. « Ses troupes se massent à la frontière et... »« Assez !» trancha le roi d'une voix qui, sans être forte, fit taire instantanément l'assemblée. « Je ne discuterai pas de politique avant d'avoir au moins lavé mon visage. Où est cette eau que j'ai demandée il y a une éternité ?» Tous les regards se tournèrent envers Guillaume qui s'avança, tremblant légèrement, pour déposer l'aiguillère sur la table près du bassin en argent ciselé.
Un valet plus expérimenté prit immédiatement le relais, versant l'eau dans le bassin et présentant au roi un linge fin. Pendant que le souverain se lavait sommairement le visage et les mains, Guillaume observa discrètement la chambre. Malgré les tentures somptueuses et les meubles finement ouvragés, il remarqua les courants d'air qui faisaient vaciller les flammes des chandelles, le plancher inégal recouvert de joncs qui n'avaient pas été changés depuis plusieurs jours, et dans un coin, presque invisible derrière un paravent, le pot de chambre en étain que personne n'avait encore vidé. La journée du roi suivait un rituel immuable que Guillaume apprendrait à connaître dans les moindres détails. Après cette toilette sommaire venait l'habillage, une cérémonie publique où les plus grands seigneurs se disputaient l'honneur de tendre au roi ses vêtements. « C'est au comte de Champagne de présenter la chemise aujourd'hui », chuchota un page plus âgé à l'oreille de Guillaume. « Regarde comme il se rengorge, alors qu'il s'agit simplement de donner un vêtement. » En effet, le comte s'avançait avec une révérence profonde, tenant à deux mains une chemise de lin blanc brodée aux poignets et au col. D'autres nobles suivirent, chacun avec une pièce du costume royal, les chausses, le pourpoint de velours bleu, nuit semé de fleurs de lys d'or, la ceinture ornée de pierreries. Guillaume observait, fasciné, comment chaque geste banal était transformé en rituel solennel, comment le simple acte de s'habiller devenait une démonstration de pouvoir et de hiérarchie. Pendant ce temps, dans les appartements adjacents, la reine Éléonore se préparait également pour la journée. Guillaume n'avait pas encore eu l'occasion de pénétrer dans ces lieux réservés aux dames, mais les rumeurs circulaient abondamment parmi les pages et les serviteurs. On disait que la reine, d'une beauté remarquable avec ses longs cheveux auburn et son teint de lait, ne se baignait que 4 fois par an, suivant les préceptes des médecins qui considéraient l'eau comme dangereuse pour la santé lorsqu'elle touchait le corps en entier. Pour masquer les odeurs corporelles, elle et ses dames se parfumaient abondamment et portaient des sachets d'herbes aromatiques cousus dans leurs vêtements. « La reine a demandé qu'on lui apporte son coffret à bijoux », annonça une femme de chambre qui traversait rapidement le couloir. « Elle recevra l'ambassadeur de Florence aujourd'hui et veut porter le collier de rubis. » Guillaume fut bientôt envoyé aux cuisines pour rapporter le petit déjeuner du roi. Du pain blanc fraîchement cuit, du miel, des fruits confits et du vin léger, coupé d'eau. En descendant les escaliers, il croisa plusieurs dames d'honneur de la reine qui montaient, leurs robes somptueuses traînant sur les marches humides. Leurs visages étaient poudrés de blanc, leurs lèvres rougies avec du carmin, et leurs coiffures complexes semblaient défier la gravité. Pourtant, malgré cette élégance apparente, Guillaume remarqua les taches sur les ourlets de leurs robes et l'odeur mêlée de parfums et de sueur qui les accompagnait. De retour dans les appartements royaux, Guillaume assista à la suite du cérémonial matinal. Le roi, maintenant habillé, recevait les hommages de ses courtisans dans la grande salle d'audience. Assis sur un trône surélevé, sous un dais de velours bleu brodé d'or, il incarnait la puissance et la majesté. Pourtant, Guillaume, qui se tenait discrètement près d'une colonne, vit le monarque se pencher vers son chambellan pour murmurer « Pour l'amour de Dieu, faites raviver le feu. Je gèle sur ce trône de pierre, et mon dos me fait souffrir le martyre sur ce siège sans coussin. » Le contraste entre l'image publique de splendeur royale et la réalité quotidienne frappait Guillaume de plus en plus. Dans les couloirs, il entendait les courtisans se plaindre du froid, de l'humidité, des puces qui infestaient même les lits les plus nobles. Une dame d'honneur de la reine confiait à une autre, ignorant la présence du jeune page. « Ma robe de velours est magnifique, n'est-ce pas? Mais si vous saviez comme elle pèse sur mes épaules, et comme elle est inconfortable quand je dois rester debout pendant des heures lors des cérémonies. Et je ne peux la laver, bien sûr, alors j'essaie simplement de masquer les odeurs avec des parfums. » À midi, le grand banquet dans la salle des fêtes offrait un spectacle de richesse éblouissante. Les tables étaient couvertes de nappes brodées, la vaisselle d'or et d'argent étincelait à la lumière des chandelles, les plats élaborés se succédaient,
paons reconstitués dans leur plumage, tourtes aux épices rares venues d'Orient, sculptures en sucre représentant des scènes de chasse. Mais Guillaume, qui servait à table, remarquait aussi les nobles qui jetaient leurs os et leurs restes directement sur le sol, les chiens qui se disputaient ces déchets sous les tables, et les serviteurs qui devaient naviguer prudemment entre les flaques de vin renversées et les morceaux de nourriture tombés. Le soir venu, épuisé par sa journée de service, Guillaume s'effondra sur sa paillasse dans le dortoir des pages. « Alors, petit » lui demanda un page plus âgé, « comment trouves-tu la vie à la cour après ces premières semaines? N'est-ce pas le plus bel endroit du monde ?» Guillaume hésita un instant avant de répondre. « C'est différent de ce que j'imaginais. Tout brille de loin, mais quand on s'approche... » « Tu comprends vite, » sourit son compagnon. « C'est la première leçon de la cour. Rien n'est jamais ce qu'il paraît être. Le roi porte une couronne d'or, mais souffre d'hémorroïdes sur son trône inconfortable. La reine resplendit de joyaux, mais se gratte en secret à cause des poux. Et nous tous, nous nous inclinons, sourions, et prétendons que tout est parfait. Cette nuit-là, allongé sur sa paillasse inconfortable mais propre, Guillaume songea aux contradictions qu'il avait découvertes. Le palais royal, symbole de puissance et de richesse, cachait derrière ses tapisseries et ses ors une réalité bien plus prosaïque et humaine. Et demain, il retournerait servir dans ce monde d'apparence, un peu plus sage, un peu moins impressionné, mais toujours fasciné par l'étrange théâtre de la vie de cour. L'aube n'avait pas encore percé les épais vitraux colorés, lorsque Guillaume fut réveillé par une agitation inhabituelle dans les couloirs du palais. Des pas précipités, des murmures inquiets, et le froissement des robes des serviteurs qui couraient en tous sens. Le jeune page se frotta les yeux et quitta sa paillasse, intrigué par ce remue-ménage matinal. « Le prince Philippe est souffrant », chuchota un valet au visage blême qui passait près de lui. « On a fait quérir tous les médecins du royaume. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans l'enceinte du château. Le prince héritier, âgé de 7 ans seulement, avait été pris durant la nuit d'une fièvre violente accompagnée de tremblements. Guillaume, posté discrètement près de la chambre princière, observait le va-et-vient incessant des médecins royaux, leurs visages graves et leurs regards inquiets. « Je crains une humeur maligne qui s'est logée dans son sang », déclara le plus âgé d'entre eux, un certain maître Arnaud, dont la longue barbe grise inspirait respect et crainte. « Sottise !» s'exclama un autre en ajustant sa robe, pourpre brodée d'or, symbole de son rang à l'université de Paris. C'est un déséquilibre évident entre la bile jaune et la bile noire. Guillaume vit le roi Louis, d'ordinaire si majestueux et distant, se tenir près du lit de son fils, le visage défait par l'angoisse. La reine Éléonore, agenouillée, égrenait son chapelet en murmurant des prières. Toute la magnificence royale semblait s'être effondrée devant la maladie qui frappait sans distinction, noble et manant. Les médecins prescrivirent des saignées, appliquèrent des ventouses, préparèrent des décoctions aux odeurs âcres et des cataplasmes d'herbes mystérieuses. Certains recommandaient de placer des pierres précieuses sur le corps du petit prince pour attirer le mal. D'autres suggéraient des incantations à réciter au crépuscule. 3 jours passèrent ainsi, dans l'angoisse et l'impuissance. Guillaume, chargé d'apporter des linges propres et de l'eau fraîche, fut témoin de la vulnérabilité de ceux qui gouvernaient le royaume. « À quoi sert tout ce pouvoir ?» murmura le roi une nuit, croyant être seul, « si je ne peux sauver mon propre fils ?» Ce fut finalement une vieille famille fine du village, connue pour sa connaissance des plantes, qui apporta un remède de miel, d'ail et d'herbes sauvages. Au grand soulagement de la cour, la fièvre du prince commença à baisser le lendemain. La vie au château reprit progressivement son cours, et avec elle, les préparatifs d'un grand banquet pour célébrer le rétablissement du prince héritier. Guillaume fut envoyé aux cuisines pour porter les ordres royaux au maître-queux Bernard,
un homme corpulent, au visage rougeau, perpétuellement luisant de sueur. « 20 paons !» s'écria Bernard, en levant les bras au ciel après avoir écouté les exigences de la cour. « Et où veulent-ils que je trouve 20 paons à cette saison ? Sans parler des épices d'Orient qu'ils réclament comme si nous avions un marché de Constantinople dans notre arrière-cour. » Les cuisines royales offraient un spectacle fascinant de chaos organisé. Des dizaines de marmitons s'affairaient autour d'énormes chaudrons fumants. Des tournebroches faisaient rôtir des quartiers entiers de viande, tandis que des apprentis pétrissaient des montagnes de pâtes. « Tu vois, petit, » expliqua Bernard à Guillaume en l'entraînant dans son antre brûlant. « Ils veulent là-haut des merveilles dignes des contes arabes, mais regarde ce que nous avons. » Il désigna les provisions. Quelques cerfs fraîchement chassés, des poissons d'étang, des légumes d'hiver flétris. La magie des cuisines, c'est de transformer cela en festin digne d'un roi. Guillaume observa avec fascination comment Bernard orchestrait cette transformation. Les viandes ordinaires devenaient extraordinaires grâce à des sauces colorées et épicées. Les légumes disparaissaient sous des décorations élaborées. Et les pâtissiers créaient des châteaux de sucre et des sculptures de pâte d'amande. Le secret, confia Bernard en baissant la voix, c'est que personne ne regarde vraiment ce qu'ils mangent. Ils admirent, ils s'extasient, puis ils dévorent sans même reconnaître ce qu'ils ont dans leur assiette. Le soir du banquet, la grande salle resplendissait de mille feux. Les tables croulaient sous les places spectaculaires, un cygne reconstitué dans son plumage après cuisson, des pâtés en forme de château fort, des entremets représentant des scènes de chasse. Guillaume, servant le vin aux convives, nota l'émerveillement sur leurs visages, ignorant les astuces et compromis qui avaient permis ce miracle culinaire. Le roi lui-même complimenta Bernard, qui s'inclina profondément, cachant un sourire malicieux sous sa révérence. La nuit était déjà bien avancée, la plupart des convives ayant regagné leurs appartements, quand le premier cri d'alarme retentit. Guillaume, qui aidait à débarrasser les dernières tables, sentit son sang se glacer en entendant le fracas des armes et les hurlements venant de l'aile et du château. « Aux armes! Nous sommes attaqués !» La voix du capitaine de la garde résonna dans les couloirs, tandis que des hommes en armes surgissaient de toutes parts. Dans la confusion qui suivit, Guillaume se retrouva poussé contre un mur par des serviteurs affolés qui cherchaient refuge. Des hommes en noir, visages masqués, avaient réussi à s'introduire dans le château par une poterne mal gardée. Leur cible était claire. Les appartements royaux. « Protégez le roi et la reine », ordonna le capitaine, rassemblant ses hommes pour former une barrière humaine devant les chambres royales. Le jeune page, paralysé par la peur, vit le combat s'engager dans le corridor étroit. Les épées s'entrechoquaient, les cris des blessés résonnaient contre les pierres froides. Le roi Louis apparut soudain, non pas en habit de nuit, mais en cotte de maille, l'épée au poing. « Nul ne menace ma famille dans ma propre demeure », gronda-t-il en rejoignant ses gardes. La reine, Éléonore, que Guillaume avait toujours vue si délicate et réservée, dirigeait avec autorité l'évacuation des enfants royaux par un passage secret, une dague dissimulée dans les plis de sa robe. L'attaque fut finalement repoussée, mais elle laissa le château dans un état de choc. 3 gardes avaient péri, et l'un des assaillants capturés révéla sous la torture qu'ils avaient été engagés par un baron du Sud, jaloux des faveurs accordées par le roi à son rival. Les murs les plus épais ne protègent pas contre la trahison, murmura le roi lors du conseil tenu à l'aube, ses yeux rougis par la fatigue et la colère contenue. Guillaume, blotti dans un recoin de la salle du conseil où il avait été convoqué pour rapporter ce qu'il avait vu, comprit alors une autre vérité sur la vie royale. Derrière la puissance apparente se cachait une vulnérabilité constante. Le prince pouvait succomber à une fièvre que toute la science des médecins ne savait guérir. Le festin le plus somptueux
naissaient d'arrangements et de compromis ingénieux. Et les murs du château, symbole de force et de sécurité, pouvaient être franchis par ceux déterminés à nuire. L'aube se levait à peine lorsque les trompettes retentirent dans la cour du château, annonçant les préparatifs de la procession royale. Guillaume, encore engourdi par le sommeil, fut tiré de sa paillasse par un valet pressé. « Debout, petit !» Le roi part visiter le village de Saint-Martin avant midi et toute la cour l'accompagne. Il te faut être prêt pour porter la bannière des pages. Les couloirs du château bourdonnaient d'une activité frénétique. Serviteurs, écuyers, dames d'honneur et chevaliers s'affairaient dans un ballet chaotique mais précis. Guillaume observait avec fascination les palefreniers qui préparaient le destrier blanc du roi, frottant son pelage jusqu'à le faire briller comme de l'argent sous le soleil matinal. La monture royale serait parée d'une housse de velours bleu brodée de fleurs de lys d'or, tandis que la reine Éléonore monterait une haquenée grise aux harnais incrustés de petites pierres scintillantes. « Cette procession est essentielle », expliqua le maître des cérémonies aux pages rassemblées. « Le peuple doit voir son souverain dans toute sa splendeur. C'est ainsi que s'entretient la loyauté des sujets. » Lorsque le cortège s'ébranla enfin, Guillaume fut saisi par la magnificence du spectacle. En tête marchaient les héros aux tuniques éclatantes, suivis des porte-étendards et des musiciens. Puis venaient les chevaliers sur leurs montures, leurs armures polies reflétant la lumière du soleil. Le roi Louis et la reine Éléonore avançaient au centre, lui sur son destrier blanc, elle sur sa haquenée grise, tous deux vêtus de leurs plus beaux atours. La couronne du roi, sertie de rubis et de saphirs, captait chaque rayon de lumière pour le transformer en éclat éblouissant. Derrière eux suivaient les nobles de la cour, puis les serviteurs et enfin les gardes qui fermèrent la marche. Le chemin vers le village était long et poussiéreux. Guillaume, portant fièrement la bannière des pages, sentait ses bras s'engourdir sous le poids du lourd tissu brodé. Il remarqua bientôt que le sourire de la reine se figeait progressivement en un rictus épuisé, tandis que le roi, malgré son maintien impeccable, passait discrètement un doigt sous son col pour soulager la pression de son lourd manteau d'hermine. « Ils souffrent autant que nous », chuchota un page plus âgé à l'oreille de Guillaume, « mais ils ne peuvent jamais le montrer. » Lorsqu'ils atteignirent enfin le village de Saint-Martin, les paysans s'étaient massés le long du chemin principal, leurs visages illuminés par l'émerveillement. Des enfants jetaient des pétales de fleurs sauvages, des femmes s'inclinaient profondément, des hommes ôtaient leurs bonnets avec respect. Pour ces villageois qui n'avaient jamais quitté leur terre natale, la vision de la procession royale était comme un conte de fées prenant vie sous leurs yeux. « Regardez comme ils nous admirent », murmura la comtesse de Blois à sa voisine, tout en agitant gracieusement sa main gantée vers la foule. Ces pauvres gens n'ont jamais rien vu d'aussi magnifique. Mais Guillaume, observant attentivement, remarqua autre chose. Derrière l'émerveillement, certains regards trahissaient la faim et l'épuisement. Une vieille femme aux mains calleuses contemplait avec une expression indéchiffrable les joyaux qui ornaient le cou de la reine, peut-être en calculant combien de ces pierres auraient pu nourrir son village pendant un an entier. Le banquet qui suivit dans la grande place du village fut tout aussi contrasté. Tandis que la cour se contentait de picorer quelques mets délicats servis sur des plateaux d'argent, les villageois se pressaient pour recevoir le pain et la viande distribués en l'honneur de la visite royale. Le roi Louis, assis sous un dais de soie, paraissait de plus en plus las, son sourire se faisant mécanique à mesure que la journée avançait. Au retour vers le château, alors que le soleil déclinait, Guillaume vit plusieurs courtisans s'affaisser sur leurs montures, leur visage trahissant l'épuisement que leurs paroles niaient. La procession, si majestueuse à l'aller, s'étirait maintenant en une file désordonnée. Les rires avaient cessé, remplacés par des murmures fatigués et des soupirs discrets. Le prix de la grandeur, souffla un vieux chevalier à Guillaume, est parfois plus lourd que la couronne elle-même.
Le lendemain, alors que Guillaume apportait des parchemins à la bibliothèque du château, il aperçut le roi dans une petite chapelle adjacente. Louis n'était pas seul. À ses côtés se tenait un moine à la robe brune élimée, dont la tonsure laissait voir un crâne bronzé par le soleil. Ce n'était pas l'aumônier habituel de la cour, avec ses habits fins et son attitude courtisane. Ce moine-là avait les mains calleuses d'un homme habitué au travail manuel et le regard direct de celui qui ne craint pas de dire la vérité. « Frère Thomas, je vous remercie d'être venu, » disait le roi d'une voix dépouillée de toute pompe royale. « Ces derniers jours pèsent lourdement sur mon âme. » Guillaume s'immobilisa, dissimulé derrière une colonne. Il savait qu'il ne devrait pas écouter, mais la curiosité l'emporta sur la prudence. « Votre Majesté porte le fardeau que Dieu lui a confié, » répondit le moine d'une voix calme et profonde. « Mais même les rois sont des hommes sous le regard du Seigneur. » Louis soupira profondément, ôtant sa couronne pour la poser sur le prie-Dieu devant lui. Sans cet attribut royal, avec ses épaules voûtées et ses mains légèrement tremblantes, il ressemblait davantage à un homme d'âge mûr accablé par ses responsabilités qu'au souverain tout-puissant que la cour vénérait. « J'ai peur, Thomas, » avoua-t-il dans un murmure. « Peur de ne pas être à la hauteur de ma charge. Peur que mes décisions ne causent plus de mal que de bien. Cette attaque nocturne, si j'avais écouté vos conseils plus tôt concernant le baron de Montferrat, peut-être que ces 3 gardes seraient encore en vie. » Frère Thomas posa une main sur l'épaule du roi, un geste d'une familiarité que nul courtisan n'aurait osé. « Le pouvoir n'est pas la certitude, sire. C'est le doute constant et le fardeau des choix. Vos craintes ne sont pas une faiblesse. Elles sont le signe que vous comprenez le poids véritable de votre couronne. » Guillaume comprit alors que ce moine austère était bien plus qu'un simple religieux. Il était le confident secret du roi, celui devant qui le masque royal pouvait tomber, révélant l'homme vulnérable derrière le souverain. Pendant près d'1 heure, il écouta le roi confier ses doutes, ses peurs pour l'avenir du royaume, son inquiétude pour son fils à peine remis de sa maladie, et même ses frustrations face aux intrigues incessantes de la cour. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs du grand tournoi qui devait clôturer les festivités du printemps. Les chevaliers polissaient leurs armures, les écuyers vérifiaient chaque lanière de cuir, chaque boucle des harnais. Les dames brodaient des écharpes aux couleurs de leurs champions, tandis que les artisans du village érigeaient des tribunes autour de la lice. Le jour du tournoi arriva enfin, baigné d'une lumière dorée qui faisait étinceler les armures et les bannières multicolores. Guillaume, chargé d'apporter de l'eau fraîche aux chevaliers entre les joutes, observait avec fascination ce spectacle de puissance et d'adresse. Les lances se brisaient contre les écus dans un fracas assourdissant, soulevant des acclamations de la foule. Les destriers piaffaient, leurs naseaux dilatés par l'excitation du combat. Pourtant, derrière cette démonstration de force, Guillaume percevait désormais les subtilités politiques qui se jouaient. Le comte de Foix, dont le fils avait été vaincu par le chevalier du duc de Bourgogne, serrait les dents en applaudissant, son regard trahissant une rancœur à peine dissimulée. Le baron de Montferrat, récemment pardonné par le roi après avoir juré fidélité, observait les combats avec une attention calculatrice, évaluant peut-être les forces en présence pour de futures alliances ou trahisons. « Regarde bien, petit page », lui souffla une voix enjouée à l'oreille. « Ce n'est pas sur la lice que se gagnent les vraies batailles, mais dans les sourires forcés et les poignées de main qui suivront. » Guillaume se retourna pour découvrir le bouffon royal, Jacquemin, dont le costume bariolé contrastait avec la sagesse inattendue de ses propos. Avec son bonnet à grelots et son visage maquillé, il semblait être le seul à pouvoir dire tout haut ce que chacun pensait tout bas. « Vois-tu ces nobles chevaliers » poursuivit Jacquemin en désignant la lise d'un geste théâtral. « Leurs armures brillent au soleil, mais leurs intentions restent dans l'ombre. Le duc de Bourgogne
applaudit la victoire du comte de Champagne tout en convoitant ses terres. Le baron de Montferrat jure fidélité au roi d'une main et signe des accords secrets avec ses ennemis de l'autre. Comment pouvez-vous dire de telles choses sans craindre la colère des seigneurs ? Demanda Guillaume, stupéfait par l'audace du bouffon. Jacquemin éclata d'un rire qui fit teinter ses grelots. « C'est le privilège des fous, petit. On attend de moi que je dise des sottises, alors quand je dis la vérité, tous croient que je plaisante. La vérité déguisée en farce est la seule qui puisse être entendue sans danger dans une cour royale. » Le tournoi s'acheva par un banquet somptueux où les alliances se formaient et se défaisaient au rythme des coupes de vin vidées. Guillaume, servant à la table royale, observait avec un regard neuf les interactions entre les nobles. Le roi Louis présidait avec une autorité tranquille, conscient des jeux de pouvoir qui se déroulaient sous ses yeux, mais suffisamment sage pour laisser ses tensions s'exprimer dans le cadre contrôlé de sa cour plutôt que sur un champ de bataille. À la fin de la soirée, alors que les convives commençaient à se retirer, Guillaume aperçut Jacquemin assis seul dans un coin de la grande salle, son maquillage à moitié effacé révélant un visage étonnamment grave. « Approche, jeune observateur », l'invita le bouffon en tapotant le banc à côté de lui. « Tu as des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. C'est rare à la cour. » « J'ai beaucoup appris depuis mon arrivée, » admit Guillaume en s'asseyant. « La vie royale n'est pas du tout ce que j'imaginais. » Jacquemin hocha la tête avec un sourire mélancolique. La couronne est comme ses armures étincelantes. Elle impressionne ceux qui la regardent de loin, mais seul celui qui la porte connaît son poids véritable et les blessures qu'elle inflige. N'envie jamais le roi, petit. Plains-le plutôt, car il ne peut jamais retirer son armure, même pour dormir.